Le Paris Saint-Germain a-t-il le meilleur milieu du monde? Liverpool remporte le choc au sommet de cette première ligue. Et enfin, le Real Madrid, leader de cette Liga après le faux pas du FC Barcelone. On en discute maintenant. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief des matchs du week-end. Comme vous pouvez le constater, Antoine n'est pas là. Aujourd'hui, il est en congé. On le laisse reprendre des forces et revenir en forme à la rentrée. Donc aujourd'hui, nous allons débriefer le match du Paris Saint-Germain ainsi que de mes trois équipes à suivre. Donc, pour rappel, ce sont Strasbourg, Liverpool et le Real Madrid. Donc je vous propose les gars, sans plus tarder, de débriefer du match PSG à Toulouse. Donc ça va être très rapide, hein, un score net et sans bavure. Je sais tes matchs pour le PSG, 6 buts à 3. L'addition aurait pu même être plus lourde, avec 2 buts encaissés en toute fin de match du côté du PSG. Je pense que le 6-1 rappelait des mauvais souvenirs et ils ont laissé quelques buts passer. En tout cas, pour moi, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves constituent le meilleur milieu de terrain au monde, actuellement en tout cas. Alors intrinsèquement, peut-être que ce ne sont pas les meilleurs joueurs, mais en tout cas, la complémentarité, les automatismes, c'est tellement rodé, huilé, que ça en fait un milieu incroyable. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas de faiblesse, en fait. Tu en as un qui, gère le jeu, l'autre qui gère le tempo, l'autre qui fait des appels, l'autre qui a un chien de la casse. Franchement, ça fait vraiment peur, hein, pour les équipes adverses. Jouer ce milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, c'est vraiment, quelque chose de très difficile et les Toulousains ont pu le constater. Alors les Toulousains ont essayé de jouer un petit peu, raison pour laquelle ils ont pris 6 buts. Hem Et je pense que ça peut être au détriment du Paris Saint-Germain pour, les futurs adversaires qu'ils vont rencontrer. Je pense que le niveau, entre les équipes, entre le PSG et les autres équipes est tellement grand, tellement abyssal que, voilà, les autres équipes, je pense qu'ils vont venir jouer bloc bas, comme on a pu le voir contre Nantes et contre Angers. Le PSG n'a gagné que 1-0, hein, sur ces 2 matchs-là et lorsqu'une équipe, essaye de ressortir un peu plus, et ben, ils en prennent 6 comme, Toulouse, ce week-end donc voilà. Au-delà de ça, je trouve que ça a été un Paris Saint-Germain très sérieux, très, très concerné dès les premières minutes. Au bout de 15 minutes, tu es à 3-0. À la demi-heure de jeu, tu as 4-0. Donc voilà, très compliqué pour, les Toulousains, ce week-end. Je pense qu'ils ont pris un gros coup derrière la tête. Après voilà, c'était le PSG. Ils ont véritablement, je pense, lancé leur saison, notamment Barcola qui a pu, marquer son premier but. Joyeux Neves, auteur d'un triplé juste exceptionnel, les gars. Je pense que la raison pour laquelle on n'a pas été pro se voit sur le deuxième retourné acrobatique de Joyeux Neves. 0,6 dixième entre son contrôle poitrine et sa frappe. Une vitesse d'exécution hors norme. Voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas pro et qu'on ne le sera jamais, les gars. Début de saison assez sérieux du côté du Paris Saint-Germain, même si tout n'est pas parfait. On a pu voir en tout cas qu'avec ces 6 buts, le Paris Saint-Germain était toujours une grosse force de frappe offensive. Même si Désiré Doué n'a pas marqué, il a été concerné. Il aurait pu marquer un but, hein. Ça frappe sur le montant. Il provoque un penalty. Il était toujours aussi remuant, notre Désiré Doué. Donc voilà, ça a été un match globalement qui a été très maîtrisé, hein, de la part du Paris Saint-Germain. Donc voilà, un match il n'y a pas grand-chose à dire. On ne va pas tirer beaucoup de leçons de ce genre de match-là, de ce genre d'adversité-là. Mais ça fait toujours plaisir d'inscrire 6 buts et de voir un match spectaculaire. Donc maintenant, on va passer à la Première Ligue, le choc au sommet entre Liverpool et Arsenal. Alors choc que dans le nom, parce que sur le terrain, c'était pas ça du tout. On s'est un peu ennuyé. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Une première mi-temps très stérile. Hem, Après Arsenal se déplaçait avec, pas mal d'absents, hein. Odegaard qui était blessé, même s'il est rentré. Hem, Saka qui était absent et Saliba au bout de 3 minutes qui doit sortir sur blessure. Donc voilà, tu as une colonne vertébrale, Saliba, Odegaard, Saka qui est pas là, jusqu'à l'heure de jeu, jusqu'à l'entrée d'Odegaard. Ça a été un peu compliqué à la création parce que la maîtrise était du côté, d'Arsenal, hein, des Gunners. Voilà, on connaît leur effectif, on connaît leur collectif, huilé, bien rodé. Les circuits de passe étaient là. Même si voilà, il y a eu très peu de risques pris. J'ai trouvé un Madueke quand même très remuant.
Ça a été pour moi le meilleur, Gunners offensivement. Un Gyökeres qui notre ami Gyökeres, il se cherche encore, hein, il va falloir qu'il soit un peu plus tranchant, et je pense que voilà, Gyökeres, il faut pas qu'il se disperse trop sur le côté. C'est un joueur de surface. Il faut que ce soit un Haaland bis pour les Gunners. Aux Gunners de lui donner des bons ballons sur les côtés, les ailiers, les milieux, à faire la différence, à proposer des centres, à mettre le ballon dans la surface et à trouver Gyökeres qui, lui, doit faire les bons appels, doit se démarquer comme il sait le faire. Parce que dès qu'on le voit sur le côté, techniquement, c'est très compliqué hein, pour Gyökeres. On l'a vu, la conduite de balle est mauvaise, donc ça sert à rien pour lui d'aller sur un côté, qu'il reste, qu'il pèse sur la défense centrale, qu'il reste dans la surface de réparation. C'est ce qu'on attend de lui. C'est ce que les Gunners attendent de lui. Un putain de finisher, ça y est, ils l'ont enfin. Donc, c'est à lui de rester dans la surface. Et aux ailiers de lui donner des bons ballons. Martinelli, voilà, ça a été un match compliqué pour lui face à Szoboszlai, l'homme du match. Euh, Si on doit parler un peu de Liverpool, j'ai encore été déçu dans le jeu. Voilà, ça a été très compliqué, même si en deuxième mi-temps, je les ai trouvés plus tranchants et plus offensifs que les Gunners. Il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, même si un Salah n'est pas encore dedans. Un Wirtz déçoit énormément, même si voilà, il faut lui donner du temps. C'est un nouveau championnat. La première ligue, c'est pas la Bundes, notamment en termes d'intensité, d'agressivité, d'espace, c'est pas du tout pareil. Voilà, il va s'adapter, hein. On a connu un Florian Wirtz exceptionnel au Bayer Leverkusen, même en Nationalmannschaft, il fait du très bon travail. On ne doute pas de ses qualités, mais voilà, il va lui falloir un peu de temps et à lui d'être meilleur techniquement, hein. Certaines passes, certains contrôles sont pas du standing du joueur. Donc on en attend plus. Et moi, j'en attends plus aussi dans le jeu. Ils viennent de recruter Alexander Isak au moment où je m'enregistre. J'ai peur pour l'équilibre, hein. Déjà que c'était mon principal souci, l'équilibre pour Slot. Là, ça va être encore plus compliqué si tu dois introduire un Alexander Isak dans ce 11. Attention, du côté de Liverpool, pour moi, pour l'instant, ce début de saison, c'est surtout les individualités qui priment. Alors, ça leur fait gagner des matchs, hein, heureusement pour eux. Voilà, Szoboszlai, un missile téléguidé exceptionnel en pleine lucarne, un coup franc de 29 mètres magnifique. Mais voilà, dans le jeu, ça a été encore compliqué et quand ils vont rencontrer des adversaires, alors, les Gunners étaient assez diminués, mais un Arsenal en complet, j'ai peur que pour Liverpool, que ça tourne à l'avantage des Gunners. Attention à Liverpool, j'en attends encore plus. La trêve va peut-être faire du bien au collectif, à Slot, pour trouver la bonne formule. Mais il va falloir changer certaines choses pour être beaucoup plus régulier dans les résultats. Parce que pour moi, ça ne tiendra pas si on continue sur cette voie. Donc, passons maintenant au deuxième match de Ligue 1 qu'on va analyser aujourd'hui, Monaco-Strasbourg. Donc, très spectaculaire, victoire 3-2 des Monégasques. Ça a été un très beau match, même si voilà, on ne va pas parler d'arbitrage, les gars, même si voilà, il y a quelques faits de jeu, l'égalisation potentielle à un partout strasbourgeoise sur un hors-jeu à ses limites, et le deuxième but monégasque aussi qui a été inscrit. Et on peut se poser des questions sur la position de Balogun sur le deuxième but. Mais voilà, on ne va pas parler d'arbitrage. Ça a été un très beau match. Début de match compliqué pour Strasbourg. Ils avaient plutôt la maîtrise du match, la maîtrise du ballon. Mais offensivement, les Monégasques ont été très tranchants, très efficaces. Chaque action était dangereuse. Vraiment, en transition rapide, ça a été très compliqué à gérer, notamment en première période pour les Strasbourgeois, qui se sont pris un but du coup très rapidement de la part d'Akliouche sur une perte de balle du gardien Penders. Et le double changement à la mi-temps pour Strasbourg avec l'entrée de Pagua, de Bagua et de Paez ont fait la différence. Franchement, ça a été un autre visage. Ils sont passés à 4 derrière. Et là, on a vu un nouveau Strasbourg. Même s'ils prennent ce deuxième but de Balogun, encore sur transition rapide, en contre-attaque, en tout début de deuxième mi-temps, ils étaient menés 2-0. Et franchement, grosse réponse. Le petit Bakwa là, qui a fait une entrée sensationnelle, auteur du but qui réduit le score à 2-1, une superbe frappe. Et à l'origine, 2 minutes après, du penalty pour Strasbourg, converti par Panicelli. Donc voilà, ils sont revenus très vite, en 2 minutes, à partir de la 70e minute du côté de Strasbourg, pour revenir à 2-2.
Et après, franchement, on a vu une équipe de Strasbourg qui aurait pu gagner ce match s'il y avait eu un peu plus d'efficacité à la finition. Il y a eu certains coups qui n'ont pas été très très bien joués. Mais franchement, ça aurait pu tourner à leur avantage. Et finalement, à la 96e minute, Akliouche qui dépose une galette sur la tête de Minamino pour sceller le score du match à 3-2. C'est très dur pour les Strasbourgeois. Franchement, ils sont bien revenus dans le match. Mais je pense que voilà, ça peut être de bon augure pour Strasbourg, même si la défaite fait mal. La réponse qu'ils ont apportée en deuxième mi-temps, je la trouve très très intéressante. Ils auraient pu remporter ce match, faire basculer cette rencontre et gagner 3-2. C'est sûr qu'ils auraient pu repartir avec un match nul et ça n'aurait pas du tout été démérité. Mais voilà, je pense que c'est de bon augure pour Strasbourg. Ce passage à 4 peut donner des idées aussi au coach strasbourgeois. Ça a été vraiment très très intéressant. J'ai trouvé un très bon Strasbourg, en tout cas en deuxième mi-temps. Après Monaco, j'ai trouvé qu'il y a eu un peu de relâchement. Akliouche a été assez transparent en deuxième mi-temps, j'ai trouvé, malgré qu'il dépose ce magnifique ballon sur la tête de Minamino. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'il se cachait un petit peu, notre ami Akliouche, même s'il est toujours très juste dans ce qu'il fait. Il a été un peu absent en deuxième mi-temps. Et je pense qu'il y a eu du relâchement du côté de Monaco. C'est dommage, parce qu'ils ont les joueurs, hein, ils ont la capacité pour proposer un meilleur football. En tout cas, on a pu voir qu'en transition rapide, ils sont toujours extrêmement dangereux. C'est une équipe très dangereuse en transition rapide, en contre-attaque. Les Strasbourgeois en ont fait les frais. Mais voilà, un peu déçu de la part de Monaco. Déçu pour Strasbourg au vu du résultat du match. Mais je pense que voilà, ça va être formateur pour ces jeunes de Strasbourg qui ont pu voir qu'ils avaient le plein potentiel pour faire basculer un match. Donc maintenant, troisième match. Donc le Real Madrid accueillait Majorque. C'était au même moment que le PSG, donc j'étais un peu sur double écran. Mais voilà, c'était un Real Madrid encore une fois solide, hein, j'ai trouvé bien meilleur. Même s'il n'y avait pas il y avait pas de grosses occasions, notamment en première mi-temps, c'était un peu stérile, on s'ennuyait un petit peu. Mayor qui ouvre le score sur corner, hein, Tchouaméni qui a laissé son vis-à-vis tout seul pour ouvrir le score. C'était pas mérité, hein, mais voilà, il faut faire attention. C'est sur des actions telles que les corners que les adversaires du Real Madrid, notamment bien plus faibles intrinsèquement, peuvent ouvrir le score. Ça a été le cas. Il y a eu une bonne réaction hein, de la part des Madrilènes. Un Carreras qui va trouver Heusen pour Güler ensuite dans le but de ville pour relancer ce match et ensuite un Vinicius Junior qui va tout seul marquer le deuxième but. Donc coup sur coup, voilà, les Madrilènes ont renversé la situation en 2-3 minutes. Donc c'est assez classique du côté de Santiago Bernabéu ce genre d'événement. Donc j'ai bien aimé Mastontuno. Par contre, voilà, il va falloir qu'il arrête un peu de réclamer, de tomber à chaque contact. Il n'est plus en Argentine, hein, il est en Liga, il est en Europe. Les contacts, ça existe. Faut arrêter de se plaindre systématiquement à l'arbitre. Il a quelque chose d'intéressant, ce petit jeune. Et voilà, il va falloir qu'il arrête et qu'il durcisse son jeu, hein, comme un certain Robert Pires à l'époque, pour essayer de tenir dans les contacts. Sinon, j'ai bien aimé Mastonchulo, il a fait un bon match. Un Mbappé que j'ai trouvé aussi, voilà, il a un petit peu forcé, hein, il voulait marquer son but, 2 buts hors jeu. Pour lui, c'est dommage. Ça a été à chaque fois à la limite. Je pense qu'il doit mieux gérer ces coups-là. Le bloc des fois de Mallorca était assez haut sur le terrain avec sa vitesse. Je suis désolé, c'est Mbappé, il met vitesse à n'importe quel défenseur central. En plus, la défense centrale était assez lente. Il peut partir à 1 ou 2 mètres derrière, il va quand même faire la différence. Donc voilà, il a été trop pressé. J'ai trouvé aussi un Trent Alexander-Arnold assez intéressant au niveau de la passe. Donc ça a été mieux. Il y a eu du mieux du côté d'Alexander-Arnold. Güler a fait plutôt un bon match. Donc voilà, c'était très intéressant du côté du Real Madrid. Voilà, il y a maintenant cette certaine maîtrise. Il y a ce pressing aussi qui a été mis en place par Xabi Alonso. On a vu un Mbappé qui a quand même plutôt bien pressé, surtout au niveau gardien et du défenseur central. Après, voilà, attention à l'équilibre au niveau Real Madrid parce que Mallorca, lorsqu'il ressortait, lorsqu'il cassait cette première ligne, cette première attaque,
Et ben, en fait, tu avais un Valverde ou un Güler, qui était, beaucoup trop haut sur le terrain et l'équipe était, coupée en 2. Si tu as une meilleure équipe, à la place de Majorque, qui sait ressortir la balle et qui sait jouer les transitions offensives, on va penser à un Bilbao, on va penser à un Atlético Madrid, voilà, même un Betis Séville. Attention, face à ce genre d'équipe-là, le Real Madrid, peut, avoir des difficultés dans les transitions, offensives adverses. Voilà, à Xabi Alonso de trouver, la bonne recette entre le pressing et l'équilibre. C'était globalement un bon match maîtrisé, Huijsen apporte vraiment quelque chose de différent, notamment la relance, très, très peu de déchets, au niveau du jeu de Huijsen et ça apporte un surnombre aussi côté gauche parce que lui, il est plutôt côté gauche, donc c'est assez intéressant. Donc heu, donc voilà les gars, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ce que vous avez pensé des matchs du week-end. Est-ce que Liverpool vous fait peur? Est-ce que le Real Madrid va tenir la baraque, en tant que leader de la Liga? Donc à vous de nous dire en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas les gars, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le ballon. Ciao les gars. C'était global